parce que nous sommes tenus par le temps, de commencer la dernière table ronde. Table ronde qui a pour thème la prospective et l'évolution des compétences en matière de management. Je vous laisse vous installer. Alors, prospective et enjeux en matière de management. Alors, pour nous parler du management, nous avons... Ah oui, vous allez avoir du mal à lire. Hein. C'est vos noms que j'ai mis sur la Donc ça va, je vais essayer de ne pas dire de bêtises. Nous avons trois grands experts, 3 praticiens du management aussi. Hein. Alors d'abord, nous avons, alors je vais démarrer par Florence. Vous acceptez, messieurs. Alors Florence, vous avez, je peux dire le nombre d'années de pratique professionnelle? Vous avez au moins 30 ans de pratique professionnelle, au plus. Vous avez travaillé 28 ans chez Danone, c'est ça, hein? Alors dans des fonctions, et écoutez bien, mesdames, certes de qualité, de recherche et de développement, mais aussi nous avons une directrice d'usine avec nous. Donc Florence a cette expérience. On a eu du mal à trouver des directrices d'usine, mais on en a trouvé. Et maintenant, vous êtes chez McCormick. Alors McCormick, ça dit quelque chose à quelqu'un? Les tracteurs. Perdu. Là, j'ai eu la même réponse la première fois que j'ai vu McCormick. Ben non, c'était pas les tracteurs. McCormick, c'est le leader mondial des épices. Ducros et Vainet en France, oui. Eh oui, eh oui. Donc, vous avez eu chez McCormick une première mission de direction d'usine. Hein, et puis maintenant, vous êtes directrice EMEA de la santé, sécurité, RSE et supply chain. Voilà. Et vous avez une trentaine d'années d'expérience de management. Hein. Alors ensuite, Hervé Baron, donc là aussi, une petite trentaine d'années. Hein, ça se voit, hein. Dans la fonction RH. Alors, dans des groupes très variés. Je crois que vous êtes passé aussi chez Danone, vous. Ouais. En fait, vous faites le gang des Danone, si j'ai bien compris, tous les 3. Bon, oui. Voilà. Donc, mais aussi chez Coca-Cola, dans l'industrie laitière. Et maintenant, vous êtes en charge des RH pour McDonald's France. Et vous avez aussi une trentaine d'années d'expérience en management, c'est ça? Exactement. Bon. Comme Florence. Donc, je vous ai dit, on a pris des experts en management. Hein. Et Erwan Jaligné, alors vous avez démarré chez Danone. C'était le thème de la table ronde. C'était ma vie chez Danone ce soir. Et puis vous avez rejoint le secteur de la restauration, donc Courtepaille, puis Léon, puisque vous êtes directeur général adjoint, c'est ça, de Léon actuellement. Alors vous avez travaillé dans la logistique, vous avez travaillé dans les RH, et maintenant vous êtes dans un rôle de management général. Tout à fait. Et si j'ai bien compris, vous avez été propulsé manager tout de suite après votre stage, c'est ça? Exactement. C'était une des grandes qualités de Danone à l'époque, c'était d'être capable d'intégrer des jeunes managers et de les mettre tout de suite sur le terrain, sur des postes à responsabilité managériale. Voilà. Donc pour cette table ronde, on n'a pas de présentation particulière à vous passer. Hein. Il y a eu beaucoup d'études, hein. Ça ne veut pas dire que, en fait, il n'y a pas d'études sur les évolutions du management. Mais on s'est dit que ça pourrait être intéressant, surtout en fin de soirée, de ne pas voir des slides, mais plutôt d'aller capter l'expérience, l'analyse de grands experts dans le domaine du management et des gens qui ont été confrontés à ce métier de management. Alors d'ailleurs, je vais leur demander tout de suite ce qu'ils en pensent. C'est quoi les évolutions que vous voyez dans cette fonction managériale là, des dernières années? Qui démarre? Allez. Alors, sans parler de tarte à la crème, évidemment, la complexité du métier de manager, c'est la grande évolution. On les a longtemps décrits, les managers, dans nos organisations très verticales, dans le rôle de la tranche de jambon entre la direction et les équipes, écrasées entre des injonctions contradictoires. Et aujourd'hui, ils sont dans l'autre dimension, ils sont plus écrasés, ils sont écartelés,
entre la complexité du métier, les attentes de la nouvelle génération, leur légitimité hiérarchique qui est devenue une légitimité de compétence ou une absence totale de légitimité, et leurs propres aspirations personnelles qui les écartèlent par rapport aux horaires qu'ils aimeraient bien avoir, aux flexibilités qu'ils aimeraient bien avoir, et qu'ils ont moins parce qu'ils s'occupent des autres. Donc cette évolution de la complexité, du vertical à l'horizontal, elle peut paraître amusante quand on la décrit comme ça dans une table ronde, mais je vous assure qu'au quotidien, au-delà des concepts et des poncifs sur le sujet, c'est un vrai problème pour la génération de managers d'aujourd'hui, vraiment. Merci. Florence ? Ouais, moi j'ajouterais qu'en fait c'est aussi une question de génération, c'est-à-dire que effectivement aujourd'hui dans les populations de managers qu'on peut avoir dans les sites industriels ou dans n'importe quel, enfin je parle des sites industriels parce que je les connais, on a l'ancienne génération puis on a la nouvelle génération et ils ont un point commun, c'est qu'il faut qu'ils répondent aux besoins de la nouvelle génération qui est complètement différente de celle que nous on a pu connaître, on va dire. Et en particulier, moi, ce qui me frappe, c'est cet équilibre vie professionnelle, vie personnelle qu'on entend dans toute la bouche des jeunes. Et ça, c'est une vraie complexité pour les plus anciens. Ça veut dire qu'il faut aussi qu'eux soient capables d'évoluer et il faut aussi qu'eux soient capables de s'adapter à ça. Et pour les jeunes, c'est une question d'envie, quoi. Ça leur fait un petit peu... Voilà, c'est une question d'équilibre et de se dire, bon, finalement... Pourquoi je serai un jour manager, quoi. Voilà. Je donne un exemple très concret, parce que j'adore les exemples concrets. Je l'ai déjà donné ce matin, donc ceux qui étaient avec moi ce matin l'ont entendu. Récemment, on a fait une campagne de recrutement d'alternants. On était sur du BTS enfin, voilà, Bac plus 3, Bac plus 5 aussi. Et en fait, la RH qui gérait ça avec moi, qui est pourtant toute jeune, dans son débrief, elle m'a dit j'ai un gros problème, c'est qu'en fait, ils me demandent tous si on a une salle de sport, si on a des tickets restaurants, c'est vrai. Et ils ne me demandent pas si le job il est intéressant. Enfin, voilà. Et c'est une telle réalité, mais il faut qu'on soit capable d'y répondre, parce que sinon, dans le contexte actuel, on aura un peu de mal à recruter. Des aspirations de jeunes qu'il faut arriver à gérer, hein, c'est ça ? Erwan ? Nous, si on traduit ce que ça donne un métier de manager de plus en plus complet et complexe. Je trouve qu'il y a une relation avec le salarié qui s'est équilibrée. On lit beaucoup de choses où moi je peux avoir... des patrons de restaurants un peu à l'ancienne qui me disent les jeunes ils veulent juste plus bosser justement parce qu'ils ont ce genre de réflexion en arrivant, et j'en ai capable j'ai des directeurs qui peuvent les mettre à la porte de l'entretien au bout de 2 minutes en disant mais je veux pas de gens comme ça dans mon restaurant. Moi ce que je trouve hyper intéressant, c'est que ça a vraiment rééquilibré la relation, c'est-à-dire qu'on a des salariés qui attendent quelque chose de leur employeur, qui attendent quelque chose de l'équipe, qui attendent quelque chose de leur manager, et des managers qui n'ont pas juste quelque chose à proposer, à prendre ou à laisser, mais qui doivent animer ça, l'entretenir aussi dans la durée pour que les salariés soient contents, heureux de venir bosser. Et en plus, on est dans un métier, alors dans un contexte global, mais encore plus dans un métier avec Hervé, où même si l'expression de traverser la route pour trouver un boulot a fait beaucoup couler d'encre, elle est quand même pas tout à fait fausse chez nous. C'est-à-dire qu'un serveur, un assistant, un directeur qui a envie de trouver du boulot demain matin, il en trouve demain matin. On a 250 000 postes ouverts. Donc je trouve que ce rapport de force, il donne en fait de la valeur au poste de manager, parce que il a entre les mains ce qu'il faut pour réussir à entretenir l'engagement de ses équipes. Donc un rapport de force qui s'est inversé, mais qui donne un champ d'expression au manager, c'est ça ? Exactement. Oui, parce que cette complexité, c'est ce qui fait la richesse du métier. Quand tu dis, Erwan, les attentes ont changé de sens, effectivement, avant, les managers attendaient que les équipes fassent. Et aujourd'hui, les jeunes, les candidats attendent des choses de leur entreprise, de leurs responsables, de leur encadrement. Et c'est très intéressant, ce renversement. Il est compliqué, mais c'est ce qui fait la richesse et l'intérêt du job. Il y avait eu un livre qui était sorti il n'y a pas longtemps sur la génération Z. Et les deux autrices évoquaient le fait que les collaborateurs n'étaient plus prêts, enfin les jeunes de la génération Z n'étaient plus prêts à avoir des managers imposés, mais qui voulaient des managers qui les fassent adhérer. Donc quelque part des managers qu'ils allaient reconnaître. Est-ce que c'est quelque chose, ça va dans votre sens, ça ? Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi ? Clairement, je me permettais d'évoquer le mot de légitimité tout à l'heure. Avant, le manager, le chef, etc., il était reconnu, il était statutaire. Alors on l'aimait ou on ne l'aimait pas, mais c'était lui ou elle. Aujourd'hui,
s'il n'est pas légitime par son comportement, par ses postures, par ce qu'il apporte, par ce qu'il apprend, par ce qu'il organise, il n'existe pas dans l'esprit des jeunes. Et donc, cette génération a cette capacité assez forte, mais déstabilisatrice, de s'adresser à celui ou à celle qui va leur répondre, et pas à celui ou à celle qui est dans la position statutaire d'eux. Et si on doit rajouter un tout petit peu de complexité, il y a une individualisation qui est de plus en plus croissante, à la fois dans les attentes des salariés et du coup dans le rôle des managers, où on a eu des managers il y a encore quelques années, et j'en ai encore quelques-uns parmi mes équipes, mais qui étaient dans un rôle à appliquer quelque chose de complètement égalitaire, et passer de quelque chose d'égalitaire à quelque chose qui est organisé, qui prend en compte les attentes de chacun et qui certes est équitable mais pas égalitaire, c'est quelque chose de très compliqué à vivre pour certains de nos managers d'une génération un peu plus ancienne. Dans le cadre de ces tables rondes, je me suis intéressée à la notion de manager hybride, parce que c'est aussi des choses qu'on voit apparaître là, après les années Covid. Alors, il y a beaucoup de choses là aussi qui ont été écrites sur le manager hybride. Il y a eu, il y a quelques semaines, Cécile Dejoux, là, qui est au CNAM et à l'ESCP, puis qui a fait un MOOC très connu sur, justement, sur les managers qu'elle ressort chaque année, qui a sorti une vidéo, et dans cette vidéo, donc, elle évoquait les 5 grands points qui caractérisent le manager hybride. Alors, j'en ai retenu 2, donc je voulais vous faire réagir. Et le premier, elle disait, le manager hybride, ça doit être celui qui doit désormais pouvoir gérer le synchrone et l'asynchrone en utilisant les bons outils qui vont derrière. C'est-à-dire que, et ça rebondit sur une étude Microsoft qui est parue il n'y a pas très longtemps, où il y a 40% des gens qui disent qu'ils ne savent plus comment fonctionner, parce qu'ils ne savent plus, ils vont au bureau, ils sont connectés en Teams, ils sont chez eux, il y a des réunions au bureau auxquelles ils ne participent pas, etc. Et donc, est-ce que vous la percevez, cette nécessité pour le manager de prendre du recul par rapport à l'organisation et de fixer de nouvelles normes peut-être par rapport à leurs équipes? Est-ce que vous le constatez? Est-ce que ça fait sens pour vous? Oui, on le constate tous les jours. Mais le sujet, c'est pas tellement l'outil, parce que la digitalisation, elle est là et elle ne fait que s'accélérer. On a une génération qui arrive sur le marché de l'emploi avec un prolongement des mains ou du cerveau qui est digital. Donc pour eux, ces outils-là, c'est natif et donc ils n'ont aucune difficulté d'utilisation. Le sujet pour les managers, c'est en faire quoi? Et c'est surtout se positionner par un renversement d'accès à l'information. Avant, le manager ou le chef avait l'information. Et l'information était l'axe de son pouvoir principal. Et il le diffusait de manière morcelée ou pas, on ne va pas faire le débat là-dessus, mais il avait ça et il diffusait, il partageait. Aujourd'hui, avec les outils, l'information, tout le monde a accès à l'information. Et donc le manager, ce n'est pas celui qui a l'information et qui la partage, c'est celui qui la décrypte. Pas tout à fait le même rôle, et ce n'est pas tout à fait le même niveau d'exigence. Donc oui, il a cette difficulté-là, et pour décrypter, pour donner des éléments de compréhension et de recul, comme vous disiez, oui, il a besoin lui-même d'être en position de pouvoir prendre ce pas de recul. Or, l'instantanéité de tout ce qui se passe, notamment dans un restaurant, ce qui s'en passe à chaque instant, fait qu'il est cette fois-ci dans une contradiction entre ce besoin de recul, cette nécessité pour donner la compréhension, et la réponse immédiate. Parce qu'une des grosses difficultés aujourd'hui, c'est que tout doit être tout de suite. Il n'y a plus de « je te redirai dans une semaine, dans un mois, dans 15 jours ». C'est maintenant, c'est ici et maintenant. Donc c'est une difficulté, une complexité supplémentaire. Et c'est une complexité ici, maintenant, pour chacun, et pas une fois pour tous en collectif. Oui, alors Cécile Dejoux, elle disait, oui, il y a des temps pour faire, alors, je prends son vocabulaire, du deep work, c'est-à-dire en effet travailler de façon beaucoup plus approfondie, etc. Alors Cécile Dejoux disait qu'il y a justement un temps, il faut que les managers sachent identifier les temps où on va faire du deep work, c'est son vocabulaire, c'est-à-dire prendre le temps de réfléchir, et puis le temps du collectif, où on va, alors là je reprends le descriptif de David Autissier qui est rattaché à l'ESSEC. Alors il disait que dans le H, il y a 2 barres. Une barre, c'est le présentiel, où on va faire de la sociabilité, bien sûr, on va faire de la négociation, on va faire de la création.
Et puis il y a une autre barre qui est plutôt elle représente le distanciel. Et le distanciel, on va plutôt être dans la communication, le partage d'infos, etc. Et donc il y a le temps pour le deep work, il y a le temps où on va être avec l'équipe pour pouvoir en présentiel pour pouvoir faire des choses, et puis en distanciel pour pouvoir faire d'autres choses. Est-ce que je sais pas, Erwan, est-ce que vous le voyez comme ça? Alors, ouais, moi, juste pour remettre aussi un peu les choses dans le contexte, on parle énormément de ces sujets-là, et en particulier depuis le confinement, qui a amené des méthodes de travail qui étaient inenvisageables dans beaucoup d'entreprises il y a encore 3 ans. Il ne faut juste pas oublier que la majorité des salariés en France, ils ne sont juste pas éligibles au télétravail. La majorité des salariés en France, ils bossent dans nos usines, ils bossent dans nos restos, ils bossent dans nos magasins, ils bossent pour notre agriculture. Donc il faut aussi que même les étudiants qui ont effectivement 18-20 ans aujourd'hui, ou comme le dit très, très justement Hervé, sont avec un mobile au bout de la main, il ne faut pas oublier ça. Et il ne faut pas oublier que ces populations-là, c'est par du présentiel, c'est par de la communication, parce qu'il y a une bonne partie de ces gens-là qui lisent pas bien, et ça ne va pas s'arranger vu les difficultés d'emploi. Enfin, moi, vous venez dans une de mes cuisines parisiennes, on ne parle pas français. Voilà, vous êtes capable de trouver certaines cuisines où il n'y a pas un qui parle français. Aujourd'hui, je suis incapable de recruter des gens qui maîtrisent la langue française. Et qu'avec tout ça, il faut manager les équipes, et il faut leur donner du sens, et il faut servir les clients avec un très bon niveau d'exigence tous les jours. Donc je pense que le fondamental du management autour de la communication, de la compréhension de l'équipe et de la formation d'un collectif, elle permet de se dire, comme le dit Hervé, qu'est-ce qu'on veut faire des outils, mais comme des outils et pas comme une finalité, et au service de l'équipe et de la performance de l'équipe. Oui, je pense qu'en fait, on revient à la définition du management, pour moi, qui est effectivement gérer un collectif. Et on met un peu aujourd'hui derrière le mot manager un peu tout et n'importe quoi, mais la réalité du terrain, elle est là. Et aujourd'hui, effectivement, ils peuvent être, dans certains, les plus anciens, peuvent être dépassés par des outils, mais qui restent des outils digitaux, etc. Il faut juste avoir l'humilité de se dire que le petit jeune qui est là en face, il a peut-être un niveau supérieur à cet outil-là, mais qu'est-ce que moi, je suis capable en tant que manager justement de lui apporter en termes de communication, d'information, de recul, de plein de choses. Et on est loin du manager qu'on a connu il y a 30 ans, qui était effectivement très péremptoire et qui était uniquement un manager finalement qui était reconnu pour ses compétences souvent très, très techniques. Aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. Donc c'est à ça qu'il faut qu'on prépare les jeunes. Et avec l'enrichissement que ça a, Florence, parce qu'on a vécu tous les trois à un moment donné dans ce beau groupe français, où on organisait du reverse mentoring, c'est-à-dire les jeunes générations qui formaient les plus anciens aux outils numériques. Et ça rééquilibre, comme tu le disais, Erwan, la relation. C'est-à-dire que chacun apporte sa pierre à l'édifice à l'autre. Et il faut l'accepter. Ce n'est plus un système vertical descendant. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Hein. Ouais, mais c'est vrai que cet équilibre, il est un peu perturbant, il est déstabilisant pour les managers, parce que tu parlais de l'information, tu as tout à fait raison. Et il y a les rôles. Voilà. Moi, hier, un directeur de restaurant, c'est lui qui gérait les réclamations clients, c'est lui qui gérait la communication, c'est lui qui gérait la qualité. Aujourd'hui, mes très bons directeurs de restaurant, c'est un jeune assistant qui vient de rentrer, qui gère la partie réclamation client, la partie photo sur Insta, et qui le fait bien mieux. Mais dans un équilibre où chacun vient apporter sa patte et sa compétence au sein de l'équipe. Et là où ça tombe bien, c'est que l'assistant qui fait ça, il est avec moi pour 5 ans ou pour 10 ans. Alors que celui qui se sentait un peu étriqué parce qu'on ne fait pas appel à ses compétences, il va avoir tendance à traverser la route. Mais ça, pour un manager, pour certains, c'est une vraie difficulté de se dire qu'il n'y a plus cette notion, effectivement, très verticale, très pyramidale, où je choisis, je dois faire, et puis peut-être que je déléguerai un petit peu. Alors, je vais vous poser une autre question, alors qui pour nous, au IET, est certainement importante, parce que ce qu'évoque Cécile aussi dans sa vidéo, c'est la nécessité, dans un monde d'outils, de distanciel, où finalement on parle beaucoup, etc., de revenir à l'écrit pour le manager. Alors elle cite notamment l'exemple de Jeff Bezos d'Amazon, qui, chaque fois qu'il y a une réunion où une décision doit être prise, a décidé qu'il allait bannir PowerPoint
et les présentations que personne ne suit et où les gens ensuite discutent sur des choses qu'ils n'ont pas vraiment écoutées. Ils demandent à ces managers de faire, alors là, c'est vraiment normé, hein, c'est-à-dire 6 pages de mémo qui est distribué en début de réunion, chacun ayant un temps donné pour pouvoir lire les 6 pages, et ensuite on discute. Alors, est-ce que ce retour vers l'écrit du manager, c'est quelque chose que vous percevez ? On en a un petit peu parlé dans la table ronde communication juste avant, mais on était dans le domaine de la communication. Hein. Est-ce que vous, c'est aussi quelque chose qui vous aspire ou pas ? Mais là aussi, ça dépend de quel niveau managérial on parle. Quand on parle de Jeff Bezos, forcément, il va rentrer dans un conseil d'administration. Les gens, voilà, parfait, si c'est sa façon de travailler. Moi, fondamentalement, je pense l'inverse, en fait. Je pense que quand on parle de management de terrain, aujourd'hui, c'est la communication orale qui fonctionne le mieux et qui, au-delà des problèmes de langue hein, qu'Erwan pouvait évoquer, mais pour moi, c'est plutôt... et quand elle est écrite, elle doit être synthétique, parce qu'on est face à des générations, une fois de plus, qui vont extrêmement vite. Et donc, il faut qu'ils aient les mots-clés. Et moi, je ne suis pas une fan de PowerPoint, mais l'avantage de PowerPoint, c'est qu'on peut mettre 3 mots-clés sur une feuille, et c'est ça que les gens vont retenir. Donc enfin, oui, l'écrit peut-être, mais pas sur le terrain. Ouais, je pense exactement comme Florence. Alors, nous qui prenons la vidéo motivation plus que le CV, je ne vais pas vous dire qu'on aime l'écrit à tout prix. Par contre, oui, il faut se comprendre. Donc, il faut parler la même langue et avoir la même syntaxe et la même grammaire, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Donc, ça, c'est clé. Parce que finalement, écrit, oral, vidéo, PowerPoint, tout ce que vous voulez, la seule chose qui compte, c'est qu'il faut que ce soit compris. Et pas interprété, peut-être, je ne sais pas, quand je ne sais pas, que le message soit clair et compris et partagé. Après, il peut l'être de différentes formes. Et oui, l'écrit n'est plus autant en vogue. L'essentiel, c'est la compréhension, il me semble. Moi, j'ai eu une discussion un peu houleuse avec mon comité de direction il y a 15 jours parce qu'il y a une légère tendance à confondre l'information et la communication. Donc, je peux être tranquillement sur le terrain et dire, mais ils ont pas compris la façon dont on fait les nouveaux inventaires. Je comprends pas, je l'ai écrit dans la note, machin, que j'ai diffusée. Ouais, et pour moi, c'est un peu ça, mais c'est valable beaucoup à l'écrit, mais aussi un peu à l'oral, parce que même sur le côté vidéo, j'ai lancé une info, j'ai fait un Zoom, j'ai fait un Teams. Aujourd'hui, le rôle du manager, c'est de s'assurer de la communication et donc de la compréhension. Et donc peut-être d'adapter. Je reviens aussi sur un peu d'individualisation. Oui, peut-être qu'il y en a besoin qui auront besoin d'un peu plus, peut-être qu'il y aura besoin de quelque chose de différent. Et c'est une question de complémentarité. Il y a une partie de l'équipe qui sera très à l'aise avec l'écrit, qui va le prendre, mais on sait qu'il y a aussi une partie de l'équipe qui aura besoin de se regarder les yeux dans les yeux parce que c'est une information qui est importante et qui doit être passée. Je pense que cette notion d'individualisation dont parlait Erwan depuis le début, elle est fondamentale et elle n'existait pas pour les managers d'il y a quelques années. Et aujourd'hui, être manager, c'est passer beaucoup de temps avec son équipe, peut-être plus qu'avant, parce qu'on est enfin après, ça dépend de la taille de l'équipe, mais on est sur de la relation individuelle pour s'assurer que la compréhension est bien là. Donc là, vous avez mis le doigt sur puisque notre sujet, c'est d'identifier les compétences. Hein. Donc une compétence importante qui est comment on communique pour se faire comprendre, peu importe le support, etc. Mais en tout cas, bien savoir comment communiquer et puis comment s'adresser à des gens qui ont des approches différentes, des attentes différentes, voire des niveaux de compréhension très différents. Hein. Alors j'aimerais bien que vous tiriez le fil et puis que vous nous disiez finalement, dans les formations que vous mettez en place dans vos entreprises pour les collaborateurs, pour les managers, pour ceux que vous allez mettre en piste peut-être pour être de futurs managers, quelles sont les compétences clés que vous vous acharnez à développer, sur lesquelles vous les accompagnez? On va peut-être pas faire une liste à l'après-vert, mais aujourd'hui, un manager qui n'écouterait pas, qui n'aurait pas d'empathie, pas d'humilité, pas de curiosité, et pas cette capacité qui, à mon avis, est très difficile de savoir s'adresser à chacun en fonction, alors ce qu'on appelle la règle de Platine, non pas comme j'ai envie qu'il m'écoute, mais comme lui, il a envie ou elle a envie que je lui parle. Je pense que la vie est difficile. Donc c'est ces compétences-là. Alors la tarte à la crème, c'est parler des soft skills, mais derrière les soft skills, c'est ça.
Et puis alors, vous savez qu'on aime bien, dans le monde du management, parler de mode. Donc maintenant, on parle, après les soft skills, des mad skills, c'est-à-dire sortir du format standard on vous forme tous pareil et vous êtes uniforme, et donc de conserver et de mettre en avant les compétences un peu individuelles, la capacité de Pierre, Paul ou Jacques, Jacqueline, Michel et Catherine à être un peu différents. Et je pense que cette dénormalité est aussi une compétence attendue des managers, parce que les jeunes aujourd'hui, ils n'attendent pas que tout soit pareil, ils attendent que tout soit comme ils ont envie de le voir. Alors de temps en temps, ils se confrontent à la réalité, c'est un peu compliqué, mais la standardisation est quelque chose dont ils ont horreur, et je pense qu'ils ont raison dans leurs relations individuelles et managériales d'attendre un lien individualisé et pas un lien standardisé monocorde. Oh, je suis évidemment d'accord avec ce qu'a dit Hervé, hein. Mais c'était trop beau. Merci Florence. Mais moi je rajouterais juste qu'on a aussi aujourd'hui une certitude, moi j'ai une certitude, c'est la diversité. La diversité des équipes, c'est quelque chose qui est pour moi fondamental, parce que on démontre assez facilement que c'est ça qui apporte beaucoup de valeur à l'entreprise. Et donc, la notion d'écoute dont parlait Hervé, elle est fondamentale. Parce que si nous, on peut leur apporter quelque chose, c'est justement à s'adapter aux différents membres de l'équipe qui vont pas... Alors, on peut parler de disques, on peut parler de personnel, peu importe la méthode, mais c'est d'apprendre à comment je suis, comment est l'autre, et comment je suis capable d'interagir avec lui. Si ça, un manager, il ne l'a pas, il ne le comprend pas, les équipes sont extrêmement diverses, et on veut qu'elles soient diverses. Et donc, il faut qu'ils aient cette capacité d'écouter, de comprendre, et d'adapter sa personnalité à chaque personnalité de son équipe, en fait. Oui, ça veut dire que nous, en amont, on les a préparés à l'ouverture, au respect de l'autre, à la compréhension, c'est ça ? Je vais ajouter quelque chose. Moi, je pense que là où on peut apprendre beaucoup aux jeunes, et moi, la qualité première que je demande à un manager, c'est d'apprendre à se tromper. Pourquoi ? Parce que tous les soft skills qu'Hervé a brillamment décrits comme d'habitude, j'en ai pas encore vu un, et pourtant Dieu sait qu'on a croisé des gens chouettes dans nos carrières, j'en ai pas encore vu un qui est arrivé comme ça à 25 ans dans l'entreprise et qui savait faire tout ça. Par contre, j'en ai vu qu'on su trébucher, qu'on su faire des choses un peu de travers, qu'on su apprendre, et qui, après quelques années, sont devenus des gens avec une super étoffe et qu'on su apprendre tout ça. Et je disais tout à l'heure que j'ai eu la chance de commencer sur le terrain chez Danone comme manager. Pourquoi ? Parce que j'étais sur une plateforme logistique à 22 ans avec tous les syndicats représentés en face, qui venaient en plus d'une période un peu compliquée. Il n'y avait pas d'enjeu pour moi, et donc je pouvais me tromper sur mon planning, sur ma façon de gérer mes camions, mes palettes, parce que je n'étais pas en train de mettre en danger mon entreprise. Par contre, je me trompais tous les jours, vraiment. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très culturel, et c'est quelque chose pour lequel les managers peuvent se tromper à l'accueil des nouveaux qui ont un peu la pression, et si on ne leur montre pas dès le premier jour nous-mêmes qu'on fait des conneries tous les jours, et je disais souvent quand on faisait des revues de salariés, là, des people review, que si on n'était pas capable de citer un moment où le mec s'était trompé, c'est qu'il n'en avait pas fait assez. Voilà. Et je pense que ça, pour moi, c'est une vraie qualité qu'on doit chercher pour nos managers demain. Et finalement, si on devait en retenir qu'une, et je pense que ça devrait parler à notre auditoire, la compétence principale, c'est la capacité d'apprendre à apprendre. Et tant qu'on a cette soif d'apprendre, cette envie d'apprendre, cette appétence d'apprendre, et qu'on apprend tous les jours, je pense qu'on s'adapte à la plupart de tous les contextes, et de ce fait, on devient un bon manager. Parce qu'effectivement, on ne naît pas bon manager, mais si on apprend, si on est à l'écoute, il n'y a pas grand-chose d'impossible, honnêtement. Mais est-ce que dans vos entreprises, vous mettez en place des choses particulières pour aider les managers ou futurs managers justement à avoir cette appétence, à nourrir cette appétence, à leur donner envie de continuer à apprendre ? Est-ce qu'il y a des dispositifs particuliers ? Il y a évidemment dans nos organisations des parcours d'apprentissage au sens de, à chaque étape, à chaque poste, à chaque niveau de responsabilité, on t'ouvre à une thématique, une façon de voir, et on fait grandir les gens. Mais ils ne grandissent pas
avec nos parcours de formation s'ils n'en ont pas, eux, l'envie. Et donc, c'est le binôme « j'ai envie d'apprendre à chaque instant et je t'apprends à chaque instant et tu m'apprends à chaque instant », c'est-à-dire que j'apprends des autres et j'apprends aux autres, qui fait la réussite de ces parcours. Et je dirais ce qu'on voit aussi beaucoup, on a aujourd'hui des plans de formation, des plans de développement, on les appelle comme on veut, qui sont très individualisés et qui sont même construits par l'intéressé lui-même, parce que qui mieux que lui, voilà, bien sûr on les accompagne, on les aide, mais aujourd'hui ça n'existait pas. Nous on faisait des formations, on devait cocher toutes les cases. Le truc, on y passait des heures et tout. Aujourd'hui, on construit des plans de formation, enfin le manager avec son équipe construit des plans de formation individualisés et par rapport à évidemment des compétences à acquérir, mais aussi des soft skills, on les appelle comme on veut, tout ce qu'on veut. Et ça c'est un peu le gros changement de ces dernières années. Et là, pour le coup, les outils ont toute leur importance parce qu'aujourd'hui, nous, on est capable de mettre en place des formations de management où, dans la formation du directeur, il y a 10 heures de coaching individuel pour travailler des points précis de développement perso. Hier, quand on faisait que du présentiel et qu'il fallait se taper des frais de déplacement pas possible, on essayait de compresser ça comme on voulait, comme on pouvait, avec beaucoup de collectifs. Aujourd'hui, on est capable de faire du présentiel, du distanciel en collectif, du travail en sous-groupe et du travail individuel parce que mine de rien, c'est l'envie d'apprendre dont parlait Hervé, mais celle-là, de temps en temps, sur certains comportements, elle nécessite ça. Elle nécessite d'être avec soi-même, à vouloir bouger des choses, à tester, à se rater, à corriger et avoir quelqu'un qui a d'avoir un pas de recul là-dessus. Et là, c'est vraiment les technologies qui nous permettent de faire ça aujourd'hui. Vous parlez beaucoup de se rater, se corriger, etc. Donc ça rebondit sur un point qu'on a évoqué ce matin lors de la première table ronde, qui était de préparer les gens à avoir une démarche réflexive, donc être capable d'analyser ce qu'ils ont fait, puis d'en tirer connaissance. Est-ce que c'est un manque? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous devez accompagner les gens? Comment... Pour moi, c'est un vrai manque, mais qui est presque éducationnel aussi chez nous. Où moi j'avais souvent pris l'exemple des associations professionnelles, j'en ai testé pas mal, où chacun vient autour de la table et quand on écoute, tout le monde a fait les choses parfaitement et c'était fantastique. Mais ça ne marche pas. Et on rentre chez soi et on se dit j'aurais mieux fait de rester au bureau pour bosser parce que j'ai rien appris. Et avec l'équipe RH dont on parlait tout à l'heure, quand on se retrouvait toutes les semaines, c'était le fail de la semaine. Qu'est-ce que j'ai raté cette semaine ? Et avec ça, on en apprend vachement. Voilà. Et on était allé en usine, on avait testé un truc, on avait essayé de les former au leadership. Et la première session, ça avait été un flop intégral. Et à partir de celle-là, on est capable de reconstruire. Alors que si celle-là, on la met sous le tapis et qu'on dit « Ah, par contre, je suis allé à l'autre endroit et c'était fantastique », on n'apprend pas grand-chose. Mais c'est compliqué, vraiment. Et en tout cas, moi, je suis passé dans une entreprise où la première fois qu'on demande à la personne de le mettre sur la table, on a l'impression qu'on est en train de la clouer au pilori et qu'elle ne fait plus partie des effectifs, quoi. C'est dur d'apprendre de ses échecs, mais c'est là qu'on apprend le plus. Parce que se congratuler sur un projet qui a super bien marché, où tout était huilé, ça peut faire plaisir à l'ego, mais ça ne fait pas avancer le public. En revanche, analyser ce qui n'a pas marché et essayer de se mettre d'accord sur pourquoi et identifier la façon dont il faudrait faire la prochaine fois c'est beaucoup plus difficile, mais on apprend beaucoup plus. Et comme le disaient Erwan et Florence, on est passé d'une logique de plan de formation plan avec des stages positionnés sur un calendrier à une logique de plan de développement individuel et une logique de j'apprends de ce que je fais tout le temps. Et ça, c'est la clé, il me semble, du management d'aujourd'hui, de demain, parce qu'un manager, c'est ça, il apprend et il véhicule cette capacité à absorber ce qui se passe, à en tenir compte, à s'adapter, à agir, à réagir et à grandir. Et ce qu'il faut expliquer aux jeunes, enfin vous êtes tous là pour leur parler, c'est que oui, le monde de l'entreprise a aussi beaucoup changé. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être qu'il y a 30 ans, on n'autorisait pas quelqu'un à dire « je me suis trompé ». Aujourd'hui, on l'encourage à dire « je me suis trompé ». Et ça a radicalement changé, je pense. Alors, c'est pas tout rose partout. Bien sûr qu'il y a encore des entreprises où c'est peut-être pas comme ça, mais quand même, clairement, on a ce droit à l'erreur, que c'est plus qu'un droit, c'est presque un devoir. Non, tu as raison de préciser que c'est pas le monde des bisounours. C'est je me suis trompé et voilà ce que je pense faire différemment pour que ça marche. Oui. Si c'est juste je me suis trompé tous les jours, ça dure pas très longtemps. Mais... On est rattrapé par le principe de réalité.
Si vous en êtes d'accord, on va peut-être donner la possibilité à la salle de vous poser peut-être quelques questions. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Est-ce que... Oh non, on me dit... Ah, alors, il y a une dame et... Oui, merci. Très intéressant. Ça m'intéresserait que vous prolongiez votre réflexion dans la dimension du collectif. Parce qu'en vous entendant, ça donne l'impression que le management, c'est une relation point à point. J'aimerais bien entendre votre proposition sur comment on anime un collectif et comment on lui fait produire quelque chose qui est supérieur à la somme de ses individus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point... D'accord. Et le deuxième point, c'est qu'est-ce que vous attendez de la formation initiale, et notamment en matière pour les IUT, dans le champ du développement des compétences transversales, comportementales, que vous venez d'évoquer. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qui vous semble possible de faire à cet âge-là et à ce niveau-là de formation? Le champ du collectif, et qu'est-ce qu'on peut faire quand on est en IUT, c'est ça, Robert? Je veux bien répondre au collectif. Allez. Alors moi, je suis convaincue qu'on peut faire un management d'équipe efficace quand on connaît individuellement tout le monde. En revanche, ça ne suffit pas. On a parlé tout à l'heure du management individualisé, parce que moi, en tant que manager, j'ai besoin de connaître les attentes, la façon de fonctionner de chacun de mon équipe. En revanche, ça, c'est un point de départ qu'il ne faut pas rater, parce que sinon, derrière, on ne fera pas du collectif. Et ensuite, c'est du collectif au sens de j'enrichis, je fais enrichir les uns les autres avec les compétences justement que j'ai pu identifier de l'un ou de l'autre. Ça, c'est des choses qui marchent très bien. Et ensuite, il y a l'engagement. L'engagement derrière un projet, derrière une vision, on l'appelle comme on veut, une mission, enfin, peu importe. Mais l'engagement tous ensemble derrière quelque chose qu'il faut construire d'ailleurs avec eux, qui va leur permettre de se projeter et d'avoir envie d'aller bosser tous les jours et de rester dans l'équipe et dans l'organisation où ils sont. Si tu permets, je compléterai. Peut-être que le mot d'individualisation qu'on a employé tous les trois n'est pas exactement le bon, parce que cette génération d'individus est très collective. C'est le mot personnalisation qui compte, c'est-à-dire c'est la capacité à aller toucher la personne et être dans cette relation-là. Parce qu'en fait, alors je ne sais pas si mes mots sont les bons, donc prenez-les avec les guillemets qui s'imposent, mais c'est des vraies petites communautés, c'est des vraies petites tribus, au sens positif du terme, parce qu'ils ont un ciment, ils partagent des valeurs, des objectifs, des projets ensemble, donc ils sont très collectifs, mais ils ont besoin pour porter ça, d'avoir une personnalisation des relations et pas de la relation. Et donc, oui, le management, aujourd'hui, c'est de la relation personnelle dans un cadre collectif, mais qui n'est pas celui de l'équipe d'avant, qui était celle qui avançait comme un seul homme parce qu'elle devait avancer comme un seul homme, mais qui est celle aujourd'hui qui se regroupe parce qu'elle se comprend, elle se connaît, elle a envie d'avancer ensemble dans un projet, dans une initiative, dans une idée, voilà. Et donc, ça reste des collectifs, mais dont le ciment n'est pas du tout le même, n'est pas celui de l'obligation, mais de l'envie d'être ensemble. Et alors, par rapport à l'IUT, égoïstement, je dirais, donner leur envie d'apprendre encore plus après avoir quitté l'IUT qu'avant, et d'avoir envie d'apprendre jusqu'à la fin de leur parcours professionnel. Je pense que c'est ça la clé de la réussite. On n'a jamais autant appris, je pense, que depuis qu'on a quitté les bancs de nos propres études. On n'arrête pas d'apprendre tous les jours. Donc, cette culture de l'apprentissage, d'apprendre, c'est ça qu'on a besoin, que vous continuiez d'inculquer, parce qu'on sait très bien qu'une technique, une théorie, une thèse d'aujourd'hui, elle pourra être challengée dans 10, 15 ou 20 ans. En revanche, la méthodologie, l'envie, elle restera là. Et peut-être aussi sur la partie qu'on évoquait à l'instant, commencer à les embarquer dans
comment je me connais moi-même, comment je découvre l'autre, et ça, je pense que c'est des choses. Alors, on voit tout de suite des compétences très techniques. Moi, je vois pas ça. Je vois justement des compétences de comment est-ce qu'on leur apporte ces notions-là, à la limite même très très jeune, hein, parce que c'est fondamental après. Et on a une génération qui peut parfois être très individuelle. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, donc leur apprendre à se connaître, parce que je suis convaincue qu'il faut commencer par ça, et ensuite connaître les autres, ça pourrait commencer bien avant qu'ils intègrent les entreprises. Et pour moi, il y a un peu de changement culturel. On fait partie quand même des pays où on est capable d'avoir des gens qui se présentent à 50 ans par les études qu'ils ont fait encore. Honnêtement, pour avoir bossé avec pas mal de pays différents, ça paraît complètement lunaire à beaucoup à l'Europe du Nord, aux anglo-saxons. Et du coup, pour moi, ça fait partie des choses qu'on doit réussir à leur apporter aujourd'hui. Alors, vous nous présentez, Michel, comme des grands experts du management. Je peux vous dire un truc, c'est qu'on n'a pas la moindre idée de la façon dont on va bosser dans 10 ans. Voilà. Et au rythme auquel vont les changements, ce qu'on dit aujourd'hui qui est enregistré, on s'empressera de le brûler peut-être dans 5 ans parce que les choses bougent à une telle vitesse que si ce qu'on vous dit est sous forme de certitude pour demain, on est mort. On est mort. Et donc je pense que les diplômes et donc les formations d'aujourd'hui, ça doit être dans le même esprit. C'est-à-dire qu'on doit réussir à préparer les jeunes à s'adapter les mieux possible à demain. Si on a l'impression qu'on les prépare au métier de comptable de dans 40 ans et qu'ils vont faire la même chose, je pense qu'il vaut mieux plier boutique et qu'ils fassent autre chose, hein, qu'ils aillent faire livreur Uber comme ils veulent faire, et ça sera très bien. Merci. Alors, madame, et puis Philippe après. Bonjour. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit au sujet de la diversité, parce que je suis toujours frappée de voir que les recruteurs, généralement, valorisent beaucoup le fait qu'on cherche des profils différents, des gens qui ont de la personnalité, qui ont des parcours de vie un peu particuliers. Mais quand il s'agit de les recruter, on va quand même chercher ceux qui sortent de la même école que celle qu'on a fait. Et je ne dis pas que c'est votre cas, mais très souvent quand même, on a une espèce de reproduction. Et du coup, quand on regarde les annonces qui paraissent, c'est toujours les mêmes types de profils qui sont valorisés. C'est compliqué quand on s'adresse à des jeunes parce que nous, on essaye de leur dire ça, de leur dire mais variez, faites des jobs, partez à l'étranger, faites des choses que vous pourrez valoriser ensuite. Et au final, on a un peu peur qu'ils soient déçus parce que c'est pas tout à fait la vraie vie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous ne recrutez que des gens qui ont fait Danone ? Chacun procède comme il veut. Il y a un truc qui me fait beaucoup rigoler en ce moment sur LinkedIn, c'est la petite annonce qui dit recherche quelqu'un avec une expérience de 25 ans mais qui a pas plus qui en âge à 25 ans pas plus, donc c'est assez marrant. Ce que je veux dire, c'est que oui, on est plein de biais inconscients, tous, nous les premiers, mais on se soigne. Et ces organisations qui passent des annonces hyper standardisées et cherchent à recruter des clones, ce sont les mêmes, exactement, regardez bien les messages, qui vous disent « je ne comprends pas, ils sont instables, ils démissionnent très vite ». Ben oui, on est face à et je pense qu'il n'y a pas que les jeunes, hein, à des personnes qui ont envie d'être prises et entendues pour ce qu'elles sont et pas pour ce qu'on croit, que l'organisation croit qu'on voudrait qu'elles soient. Et donc, tant qu'on se voudra... Alors, on ne cherche pas l'originalité pour l'originalité, mais je suis désolé, on ne s'adresse ni à des CV, ni à des parcours, ni à des diplômes, on s'adresse à des personnes. Et la standardisation, la clonisation, je ne sais pas comment il faut dire, ça génère peut-être effectivement des recrutements très standardisés, mais ça favorise drôlement le turnover. Donc finalement, c'est très bien qu'il y ait des boîtes comme ça, parce que ça permet aux autres de recruter. Alors, je vais vous dire, je vais me permettre d'utiliser un slogan que vous reconnaîtrez. Moi, je leur dis, venez comme vous êtes. Page de pub. Philippe Guillot, président de l'Institut à Laval. Monsieur Baron, il y a une phrase que vous avez dite et qui a arrêté mon attention et que vos collègues ont repris ensuite. Vous avez dit on ne naît pas manager quelque part, on le devient.
Et derrière, effectivement, excellente réflexion. Ce n'est pas à 22 ans ou 23 ans qu'on a les compétences managériales en main. C'est en plus quelque chose qui se développe tout le long de la vie. On est manager, on grandit manager et on s'alimente manager. Et vous l'avez bien noté. Néanmoins, dans cette dimension de on n'est pas manager, on le devient, serait-il à ce moment-là concevable que si on a un bon outil de formation, un bon process de formation au management, n'importe qui peut devenir un excellent manager, sachant qu'on n'est pas, on ne l'est pas, on le devient. Donc tout le monde peut le devenir. Et je ne crois pas, pour avoir vécu de nombreuses situations où on n'a jamais proposé à certains collaborateurs de rentrer dans les fonctions managériales, parce que, comme vous l'évoquiez, leur personnalité, leur individu n'était pas en phase avec toutes les exigences extrêmes qu'attend la fonction managériale, ne serait-ce que sur le plan émotionnel. Hein. On a tous envie de réagir. On dit la même chose. L'industrie, notamment, dont on vient tous les trois, a produit des centaines de milliers de mauvais managers en disant « tu es le meilleur expert technique, ça va donc être toi le chef ». Et on a produit des catastrophes. Parce qu'effectivement, on a amené en position de management des gens qui, je ne sais pas s'ils étaient faits pour ça ou pas, mais qui n'avaient pas envie de ça. Et qui donc l'ont fait très mal, et en ont souffert, et ont fait des dégâts. Je ne sais pas si tout le monde peut devenir manager, mais je pense que, sans refaire la litanie des quelques compétences qu'on a évoquées tout à l'heure, si on a ces moteurs internes-là, de curiosité, d'empathie, d'humilité, d'ouverture, je ne vois pas ce qui nous en empêcherait. Et alors je sais que Catherine va me dire « oui Hervé, vous jouez sur les mots », mais ce n'est pas vraiment de la formation, c'est de l'apprentissage au quotidien et l'apprentissage de ce que j'ai réussi et ce que j'ai raté, qui fait qu'on devient, quelques années plus tard, un moins mauvais manager ou un meilleur manager qu'on était quand on a démarré. Donc oui, je crois beaucoup à la culture de... On cultive, on travaille ces aptitudes individuelles. Je ne sais pas si on peut tous les avoir ou pas. En revanche, si on ne les a pas, on peut passer des heures de formation. Et puis, il faut l'appétence, en fait. Je ne connais pas de bon manager qui n'ait pas envie d'être manager. Et ce n'est pas simple, et ce n'est pas toujours l'envie de tout le monde aujourd'hui. Parce que c'est beaucoup de contraintes qui pèsent. Alors moi, je trouve que c'est un métier très riche d'être manager, mais vu des plus jeunes qui arrivent sur le marché, c'est quand même le manager, celui qui se tape la majorité des embêtements. Et j'aurais tendance à On va dire un autre mot. Il y a des gens qui n'ont pas envie, et c'est pas grave. Et je trouve faut désacraliser ce manager. On a grandi, nous, dans ce « si t'es pas manager, t'as raté ta carrière ». Non, mais non. Les experts, on en a besoin. Les gens qui font des parcours transversaux, qui s'enrichissent de différentes fonctions dans l'entreprise, mais qui finalement se disent « non, moi, je ne le sens pas, je suis contributeur individuel, je suis un super contributeur individuel ». Mais il en faut. Et moi, je suis un peu plus... Je vais un peu plus loin qu'Hervé, je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour faire du management de terrain. Moi, j'ai rencontré des gens qui étaient brillants dans mon équipe, et tu t'en souviendras parce que tu la connais. Moi, j'ai eu une jeune femme qui était brillantissime, qui m'a dit « je veux aller faire du chef d'équipe dans une base logistique », qui a suivi les traces d'Erwan, mais sauf qu'elle s'est plantée, parce qu'elle n'était pas capable de se mettre justement d'avoir ce dialogue avec les gens qui travaillaient avec elle. Et aujourd'hui, elle est cadre dans les achats depuis des années, et elle s'en sort super bien. Une fois de plus, c'est qu'est-ce que ça veut dire manager? Oui, elle est capable de gérer une équipe de managers, d'ingénieurs, de gens qui ont fait des études, mais elle n'est pas capable de faire un management de terrain. Eh bien oui, et c'est pas grave, et ça n'empêche pas de faire une carrière. Donc il faut vraiment désacraliser. Et on a c'est une fiche, ça c'est vraiment franco-français. C'est manager, il faut être manager. Alors, non, il y en a qui n'ont pas envie, et moi je leur dis, si vous n'avez pas envie, c'est pas grave, il y aura de la place pour vous quand même. Mais ça, c'est exactement ça.
C'est pour ça que vous avez raison de parler au passé, parce que ça, je pense que ça change radicalement. Et aujourd'hui, on a des gens qui sont des experts et reconnus comme experts dans les entreprises, qui pour le coup sont rémunérés au même niveau qu'un manager. Et si, moi, à mon tour de jouer sur les mots, c'était pas forcément le management, c'était la position hiérarchique qui était reconnue. Et donc la seule façon de valoriser quelqu'un qu'on voulait reconnaître dans l'équipe, c'était de lui donner une position hiérarchique. Moi, j'ai eu beaucoup de chance à 22 ans, j'ai grandi en logistique. De se dire que le meilleur cariste, ça va être le bon chef d'équipe, je peux vous dire qu'on apprend assez vite que c'est pas le cas. Et la deuxième chance que j'ai aujourd'hui, c'est de bosser en restauration. Et en restauration, ces codes-là, ils sautent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, vous allez dans une brasserie parisienne de mon joli groupe, le groupe Bertrand, le chef, il est payé bien plus cher que le directeur du restaurant. Parce qu'on est presque sur du métier artistique, voilà, et que la valeur du restaurant passe par le chef. Et ben moi je dis tant mieux, parce que ça aide à casser les codes et à se dire je peux être manager. Et on a eu la chance d'être manager jeune, on avait des gens dans nos équipes qui étaient mieux payés que nous. Et c'est comme ça. Et aujourd'hui, moi je suis en train de changer les classifications en restauration pour qu'on ait des expertises qui soient mieux reconnues que le jeune assistant qui vient d'arriver. Mais ça, c'est des vrais changements de modèle. Et effectivement, tant qu'on était sur un organigramme PowerPoint et qu'il fallait bouger la case pour être à celle du dessus, on fait juste pas appel aux mêmes compétences. C'est pas les mêmes compétences d'être l'expert de l'équipe que d'être le manager de l'équipe. Et alors, si vous permettez, je vais enfoncer le clou et jeter un pavé dans la mare. C'est aussi parce que ce que vous décrivez, vous disiez les organisations, leur politique de rémunération, toc, 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 et je rajouterai, et tous les accords collectifs, et toutes les conventions collectives, on a la malchance encore d'être dans des univers qui ont été pensés, négociés, organisés pour une vision d'il y a 30, 40 ou 50 ans. Et ça, il est aussi urgent d'apprendre à le mettre à niveau, parce que tant qu'on aura cette notion de grille, je ne sais pas s'il faut dire égalitaire, statutaire, ou à tel endroit ça vaut tant, indépendamment de la contribution que ça a, parce que ça a été fixé comme ça il y a 30 ans, je peux vous dire que les jeunes sont loin de s'y reconnaître, hein. Très, 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 très loin. Donc il faut aussi que dans notre paritarisme, dans notre dialogue social, on ait le courage, des deux côtés de la table, de se dire qu'est-ce qui aujourd'hui favoriserait cette envie de monter en compétence, cette envie de ne pas être manager quand on n'est pas fait pour ça, et cette reconnaissance quand on l'est bien. Voilà. Mais les textes évoluent toujours beaucoup plus lentement que les mentalités et les pratiques au quotidien. Je vous propose de prendre une dernière question. Franck ? Oui, je voulais revenir, vous avez évoqué dans les compétences nécessaires l'empathie et la connaissance de soi. Et bon, je partage complètement ce que vous avez dit là-dessus. Il y a un élément qui n'a pas été évoqué et qui notamment, je pense, a fait défaut pas mal au niveau de la restauration et a conduit à une désaffection, c'est la gestion de son stress. Et alors ça fait partie de la connaissance de soi sans doute, mais ne pas le retransmettre sur les autres, je pense que c'est aussi une évolution du poste de management par rapport à ce qu'on a pu connaître et qu'on retrouve un peu à tout niveau. Enfin, je ne sais pas, qu'en pensez-vous ? Alors ça oui, ça c'est effectivement en restauration, qu'elle soit rapide ou traditionnelle, c'est la capacité à absorber et à vivre avec. Quand je dis absorber et vivre avec, je ne dis pas à se charger d'ondes négatives jusqu'à ce que ça pète, hein. Je dis juste cette capacité à non pas alors comme font les mauvais managers, à le retransmettre, à l'amplifier sur les équipes, mais à trouver des échappatoires, des compensations, des équilibres, vie pro, vie perso, qui font que oui, la capacité à faire face à tout moment, à toute situation, avec sérénité. Peut-être que, oui, on aurait dû citer la qualité de la sérénité. Mais dans notre culture commune qu'on met dans la connaissance de soi. Parce qu'on ne peut pas être serein si on ne connaît pas ses propres limites, ses propres possibilités. Mais il faut peut-être l'identifier à part, la sérénité. Et ça, quand on est serein, on gère son stress. Quand on ne l'est pas, on implose. Bien. Tu es d'accord avec ça 100%. Bien, je crois qu'il est temps de remercier nos intervenants.
Alors à tous, c'est la dernière intervention pour ce soir. Nous vous souhaitons à tous une très bonne soirée. Et pour ceux qui sont disponibles, nous vous donnons rendez-vous demain matin à 9h, où on aura toujours des présentations sur des ateliers, mais on aura une partie de la matinée qui sera consacrée à la pédagogie à mettre en œuvre pour accompagner justement le développement des compétences. Très bonne soirée, merci pour votre participation et à demain.